Désolé pour ce léger retard. On attendait un intervenant, donc là, nous sommes au complet. Merci d'être parmi nous ce soir donc, à cette rencontre des Jeudis de Lima, qui est la première d'une rencontre qu'on voulait un peu plus, disons, grandiose et pour rebondir et marqué par une réflexion un peu plus substantielle. On aurait souhaité évidemment consacrer une journée à cet événement, 30e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme, d'autant plus que la situation et l'actualité est chaude d'ailleurs, sert ce sujet et offre l'occasion justement de revenir profondément, d'une manière un peu plus profonde sur cette problématique. Mais on aura l'occasion évidemment de prolonger ce débat le 28 novembre avec la projection du film de Samia Chala et de Thierry Leclerc sur la marche. Je rappelle que le film sera présenté ce soir, tout à l'heure, à la presse, pas ici, mais ailleurs. Je laisserai Naïma donner des précisions justement sur cette rencontre. En tout cas, on est content de recevoir les acteurs, certains des acteurs de cette marche et aussi des acteurs de l'après-marche, puisqu'ils ont toujours continué à militer et à travailler pour perpétuer justement cet acte fondateur qui a inauguré une reconnaissance, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui restent à faire après 3 décennies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, ce sera l'occasion du débat, de l'échange et aussi des témoignages de nos invités. Juste un rappel avant de passer le micro à Naïma Yahi, que je remercie d'avoir voulu me modérer ce débat, et on a travaillé ensemble pour monter ces 2 rencontres. La semaine prochaine, dans le cadre des Jeudis de Lima toujours, l'invité du trimestre, ce sera Alain Badiou, le philosophe Alain Badiou, qui va revenir sur la question de l'appellation de la révolution et printemps arabe. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une révolution ou est-ce que c'est autre chose? Et donc, c'est aussi un rendez-vous important dans notre programmation. Encore une fois, désolé pour le retard. Je vous remercie et je remercie également nos invités et je passe le micro à Naïma Yahi. Merci. Merci Mathie, merci à toute l'équipe de l'Institut du monde arabe de nous recevoir ce soir pour inaugurer ce cycle de rencontres avec comme objectif d'évoquer le souvenir et surtout les héritages et le bilan de ce mouvement qui a été appelé la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui fait partie d'un certain nombre d'initiatives qui ont été le fait de filles et de fils de l'immigration maghrébine au début des années 80, mais également d'un ensemble d'initiatives plus largement des Maghrébins en France et de ceux qu'on a appelés tour à tour travailleurs immigrés, jeunes immigrés de la seconde génération, Beurre, jeunes des banlieues et bien d'autres labels que nous allons mettre en question ce soir avec nos invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. En introduction, je dirais simplement qu'il y a de nombreuses initiatives autour de la commémoration
de cette marche pour l'égalité contre le racisme, je signalerai un certain nombre d'ouvrages et de documentaires qui vont vous permettre d'aller plus loin après ce débat de ce soir, notamment le témoignage d'acteurs de ces mouvements et donc de ces militants de l'époque. J'en oublierai certains. Je signalerai ici ce soir l'ouvrage de Salia Amara consacré à la marche pour l'égalité contre le racisme aux éditions Filles et Fils de la République. Je signalerai l'ouvrage de Toumi Djaïdja en collaboration avec le sociologue Adil Jazouli aux éditions de l'Aube, qui est donc un des initiateurs de la marche pour l'égalité. Et je signalerai les travaux du sociologue et politologue Abdelali Ajat aux éditions Amsterdam, donc portant le même titre, La marche pour l'égalité et contre le racisme. Et enfin, je signalerai le travail de la journaliste Nadia Troubi Safsaf, consacré donc à cette marche aux éditions, alors je ne sais plus les éditions, mais en tout cas, je vous enjoins vraiment à vous documenter si vous le souhaitez sur cet événement. Du point de vue documentaire, j'ai eu le plaisir effectivement de coécrire un documentaire qui s'appelle Les Marcheurs, chronique des années beurre, que vous pourrez voir le 28 novembre à l'Institut du monde arabe dans son auditorium, suivi d'un débat avec notamment la présence du père Delorme, qui lui aussi signe un ouvrage de témoignage sur la marche aux éditions Bayard. Pour ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Kaïssa Titous, qui est donc militante, qui a été, entre autres choses, puisque vous verrez leur CV nous permettront à eux seuls d'évoquer les différentes initiatives de ces années de mobilisation. Donc, qui a été présidente de Radio Beurre, qui s'appelle aujourd'hui Beurre FM, qui a été membre du collectif Jeunes en région parisienne, qui a organisé et accueilli l'arrivée de la marche pour l'égalité en 83, entre autres choses, et qui a accompagné d'autres combats comme celle des grèves dans l'automobile. Elle a été aussi membre du bureau national de SOS Racisme et également directrice de campagne du candidat Juquin aux élections présidentielles de 1988. Et plus proche de nous, elle a été au cœur de mobilisation concernant les démolitions et la rénovation urbaine. Elle nous en dira un peu plus ce soir dans les débats. À ses côtés, nous accueillons donc Farid Talba, qui est président de l'association L'Écho des Cités et également écrivain, et un des acteurs clés de cette question, et notamment dans la question des archives de ces mouvements. Il est journaliste, si on devait le qualifier également, membre de ce collectif jeune dont je parlais tout à l'heure, également de ce qui aura fait suite à la marche pour l'égalité l'année suivante, en 84. Cette initiative s'est appelée Convergence 84, et il nous en dira quelques mots. Il a été aussi journaliste pour l'agence Immédiat, qui a été un témoin privilégié de ces années de mobilisation, un des membres des initiatives suivantes qui ont été Résistance des banlieues, bien évidemment le Comité national contre la double peine, un des membres fondateurs du mouvement Immigration Banlieue, le MIB, et du Forum social des quartiers populaires. Et comme je vous le disais, il est président aujourd'hui de l'Écho des Cités, qui produit un certain nombre d'événements, de rencontres, mais aussi des expositions. Il nous en dira aussi quelques mots. À ma gauche, j'ai le plaisir de recevoir Rachid Amgar, qui sera celui ce soir qui nous dira quelles ont été les conséquences et l'effet des mobilisations comme la marche pour l'égalité contre le racisme sur le jeune lycéen qu'il était à l'époque, mais aussi sur le citoyen qu'il est aujourd'hui, et qui nous éclairera effectivement sur la place qu'ont occupé ces jeunes dans ces mobilisations des années 80 jusqu'à aujourd'hui, dans les questions qui préoccupent les quartiers populaires. À ses côtés, Nordine Iznani, qui est donc un des membres éminents du comité Gutenberg, il nous en dira quelques mots, qui s'est mobilisé à l'époque. Il a été également membre de ce collectif jeune, et aussi il a participé à Convergence 84. Et comme Farid, il était membre de Résistance des banlieues, du MIB, du Comité national contre la double peine, du Forum social des quartiers populaires. Il est aujourd'hui, entre autres, également conseiller municipal de la ville de Nanterre, dans le cadre de son premier mandat. Voilà pour, comme je vous le disais, un CV très étoffé de nos intervenants ce soir, qui ont vécu donc la marche pour l'égalité en tant qu'acteurs, mais également en tant que citoyens, et qui ont depuis, même avant, j'allais dire, cette marche, été
militants se sont mobilisés et ont participé à différents mouvements qui ont émaillé ces 30 dernières années. Je commencerai en laissant la parole à Farid, et j'aimerais te demander, Farid, de nous éclairer sur le contexte de cette marche à l'époque pour toi, déjà jeune militant qui avait ses combats à cœur au début des années 80, et peut-être nous dire quel a été ton parcours forcément rapidement, puisque nous avons ce soir une bonne heure avec nos intervenants et un débat d'une demi-heure avec la salle, nous éclairer sur les grands jalons de ces mobilisations des jeunes maghrébins au début des années 80, mais plus largement des citoyens des quartiers populaires depuis une trentaine d'années. À toi, Farid. Le 15 octobre, comme tous les samedis, j'étais allé, si vous voulez, faire ma répétition au sein de la troupe du Médala Théâtre, qui était dirigée par Hammam Eliani. Et ce jour-là, le collectif jeune avait besoin d'un certain nombre de jeunes pour participer à une cérémonie qui devait marquer le départ de la marche. Donc il n'a pas eu beaucoup à nous forcer pour y aller. Surtout que derrière est arrivée une femme qui s'appelait Rachida Azoug et en qui on a trouvé une chef de bande pour aller à cette initiative où elle consistait à lancer donc cette marche de Paris aussi. Nous, on voulait affirmer notre solidarité avec cette initiative et aussi affirmer, j'allais dire, une parole qui sortait un peu du lot et de ceux qui aussi portaient cette marche en sous-main, on va dire. La CIMAT, les organisations antiracistes de cette époque, et affirmer une parole issue de l'immigration qui lui soit propre. Donc, très jeune, j'avais 19 ans, j'ai été à cette commémoration où se trouvaient des familles, les familles dont les jeunes, un certain nombre de familles dont les jeunes venaient de se faire assassiner. Donc je prenais conscience donc en les voyant, en les rencontrant, d'un certain nombre de faits, peut-être qu'à l'époque je ne faisais pas attention. Et donc ça a été le moment d'une prise de conscience parce que aussi étaient présents des témoins du 17 octobre 61. Donc c'était dans un moment assez sur le plan symbolique, et pour le jeune garçon que j'étais, ça pouvait être que le basculement assuré. Et c'est vrai qu'à la suite de cette rencontre, on est tombé dans la marmite et on a passé donc tout le temps que la marche a duré à organiser avec les membres du collectif jeune la mobilisation. Donc pendant 1 mois et demi, on a fait connaissance d'un milieu associatif, d'un milieu politique qu'on ne connaissait pas, et donc et dans lequel jusqu'à aujourd'hui on a essayé aussi d'apporter notre pierre. Les plus jeunes de cette époque-là, parce que les jeunes dont on parlait à l'époque, c'est la génération 61, 62, 63, et dans le milieu associatif qui était déjà constitué, qui avait déjà son histoire. Donc on arrivait avec tous ces aînés qui nous avaient précédés, mais contrairement à ce que dit la légende et tout ça, bon, ça restait, la marche n'a pas touché tant que ça en profondeur les jeunes, mais suffisamment de gens, et en tout cas de notre âge, pour pouvoir se retrouver dans la situation où on vous transmet une mémoire. Voilà. Et cette mémoire, c'est la mémoire de tout ce qui a précédé la marche pour l'égalité et qui a permis par la suite aussi, avec cette marche, un déclic, et qui a permis à une génération de se décomplexer, de se dire il faut qu'on y aille et il faut qu'on prenne nos responsabilités et que on change les relations qu'on a instituées avec nous et nos familles, où on est relégué. Bon, je vais vous éviter la description, je pense que je n'ai pas besoin de le faire. Et donc, à la suite de ça, la marche est arrivée à Paris, avec le succès dont on vous rabâche beaucoup les oreilles, parce que aussi, il faut situer le contexte dans lequel on intervient aujourd'hui. C'est une commémoration téléguidée par le gouvernement, qui veut sans doute en faire une opération,
On se demande pourquoi, on se pose des questions. D'ailleurs, Toumi Djaïdja a très bien traduit notre inquiétude face à ça en faisant le communiqué qu'il a fait et qui prouve encore 30 ans après que finalement, quand on cesse d'être un petit caniche qu'on trimballe à travers toute la France, les choses, ça ne va plus. Et vous redevenez... Juste pour éclairer le public, donc Toumi Djaïdja, l'initiateur de la marche, était donc un jeune de la cité Montmousseau qui avait initié cette marche qui est partie de Marseille le 15 octobre, qui est arrivée le 3 décembre. Je recommence avec le mois d'octobre. Le 3 décembre à Paris avec une centaine de milliers de manifestants. Et cette année, pour cette année de commémoration, il était question qu'ils reçoivent le ministre de la ville, François Lamy, à Vénissieux, je crois. Et il a fait un communiqué pour dire qu'il ne recevrait pas officiellement le ministre, qu'il ne voulait pas de récupération et qu'il souhaitait que la situation des quartiers évolue avant de s'afficher avec le ministre. Pour éclairer ce que tu venais de dire concernant Toumi Djaïdja. Donc, mon parcours donc après la marche a consisté essentiellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, à travers la coordination justice qui était née des assises qui ont suivi la marche, et l'objectif était de réunir tous les collectifs jeunes qui s'étaient créés au moment de la marche pour créer une force politique nationale qui puisse peser dans les débats. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je ne vais pas revenir ce soir parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Ça aurait été intéressant. Peut-être qu'il y aura l'occasion tout à l'heure. Donc, on a essentiellement, au sein de l'agence immédiat et de la coordination justice, porté assistance comme aux familles et organiser, si vous voulez, la défense judiciaire, mais aussi la défense sur le plan public, organiser des familles dont les enfants avaient été assassinés. Donc, je vais pas. Il y a un certain nombre d'affaires comme ça où on a été amené donc à préparer les procès, à organiser l'affaire Boutelja. Il y a eu tellement d'affaires et donc jusqu'à l'affaire Toufik Ouanès. Donc pendant toute une période où les jeunes de cette époque, on a traversé cette période, ça a été des années d'apprentissage, où les années 80 se sont passées, où finalement, après parce qu'après, en 89, on a aussi participé à l'élection de Djidatas Daït aux élections européennes pour un poste de député, parce qu'à l'époque, elle remplissait un certain nombre de conditions qui était qu'elle soit sur une place éligible, qu'elle puisse avoir sa propre campagne, son propre discours, ce qui a été le cas, et avoir une certaine liberté. C'était une militante de la région lyonnaise qui avait fondé un collectif qui s'appelait Zahmat Banlieue et qui avait ensuite effectivement fondé les JALB, les Jeunes Arabes de Lyon et de sa banlieue, je crois. Oui, voilà, exactement. Et qui avait été fait une grève de la faim. Voilà, qui a été candidate et que vous avez soutenue pour les élections européennes de 1989. Voilà, et elle avait été élue d'ailleurs. Mais après ça, on s'est rendu compte que du lot de militants qu'il y avait au départ de la marche avec le succès, il s'est restreint et on s'est retrouvé finalement, le peu de jeunes de cette génération-là, des années 60 et tout ça, on s'est retrouvé exclus d'un mouvement dans lequel on était. Et donc on était perdus pour la politique, on était perdus pour nos familles parce on s'était engagé pour la société, parce qu'être militant, c'était quelque chose qu'il fallait plus être, c'était quelque chose de bon. Il fallait mieux porter le costume cravate, penser à sa carrière. Alors que nous, on défendait d'autres systèmes de valeurs que ceux qui se sont imposés depuis et qui ont fait les dégâts qu'on connaît. Donc, si vous voulez, quand vous êtes dans une situation comme ça, et je le dis parce qu'il correspond aussi à l'effacement des marcheurs après la marche aussi. Donc c'est pas leur effacement, on le leur a reproché, mais c'est pas même. Mais ça se comprend, parce que quand vous avez tout à vous réapproprier, quand vous avez un certain nombre de choses qui ont mal été transmises et tout ça, il a fallu 30 ans, si vous voulez, pour les uns qui voulaient, pour la religion, il fallait pour ceux qui
Donc c'était la religion, il fallait se réapproprier la scriptuaire, la lecture du Coran, tout ça c'est un apprentissage. Pareillement pour ceux qui veulent connaître leur histoire, c'est un effort sur soi, il faut aller connaître. Et nous, pendant toutes ces années, on a interrogé les militants. Il y a eu un certain nombre aussi de regroupements après les assises, suite à un texte de Christian Delorme qui reprochait aux assises d'avoir oublié la mémoire immigrée, mais bon, il aurait fallu pour ça que les gens qui ont vécu cette période nous la transmettent directement. Là aussi, ça a été très difficile, c'est parce que on a été la chercher. Et c'est pour ça que quand on a créé le Comité national contre la double peine, ça a été une surprise. Et on peut dire qu'avec les émeutes de Vaux-en-Velin et l'apparition aussi d'associations à Lyon nouvelles, comme il y a eu à Vaux-en-Velin et tout ça, suite aux émeutes et tout ça, on peut dire que c'est dans les années 90, avec le comité, ces associations-là à Lyon et à Paris, que notre génération est vraiment apparue dans l'espace public. Parce qu'avant, c'est surtout nos aînés de qui on a appris un certain nombre de choses. Et c'est surtout à ce moment-là que, si vous voulez, et après le MIB, pour aller vite et pour... le mouvement Immigration Banlieue. Donc pour aller vite et pour... et donc, en 93, on crée le MIB. Et dans le MIB, le problème, c'est que le MIB, c'était une permanence juridique. Et on avait appris une chose au sein de l'agence Immédia et au sein de la coordination justice, c'est que pour prendre la parole, il fallait... C'est-à-dire que celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Donc c'est ce qui nous a sauvés aussi, parce que pour pouvoir parler sur quelque chose, pour pouvoir parler de quelque chose, il faut avancer des preuves, il faut argumenter. Et le travail qui a été fait quand vous préparez un procès, tout ça, ça vous pousse à ça. Pour contester, par exemple, des rapports qui sont rendus ou des appréciations qui sont faites sur le déroulement des faits et tout ça, il faut pouvoir... et c'est des choses comme ça qu'on a apprises. On a appris aussi des formes de mobilisation. Dans le collectif jeune, je ne vais pas jouer le héros, parce que s'il fallait raconter, il y en aurait des passes d'armes et tout ça. L'objectif, c'est pas de raconter ça, c'est d'essayer de témoigner de ce mouvement. Pas témoigner. Bon, et là, je trace à grands traits pour essayer que vous en ayez au moins une idée générale. Donc, pareillement, au comité, c'était une permanence juridique, on s'occupait des doubles peines, d'abord essentiellement de cette catégorie de personnes, mais très vite, ça a grossi, on s'est retrouvé à régler toutes sortes de problèmes, que ce soit du logement, que ce soit... Et donc ça nécessitait de passer à autre chose et de créer une organisation qui puisse répondre à ces demandes. Donc c'est ça qui a donné le MIB. Et au sein du MIB, à ce moment-là, il y a un projet qui a été énoncé, mais qui n'a pas pu être réalisé dans le moment, parce que vous ne pouvez pas d'un côté... et c'était de faire un centre de documentation et de formation. Parce que le CAIF, qui était le Conseil des associations immigrées de France, qui avait pour ancêtre la MTI, nous avait donné son local, qui était le local de la MTI, et dans lequel ils avaient laissé leurs archives, que j'avais consultées avant que le groupe du comité prenne possession des lieux. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience, en lisant ces archives, à ce moment-là, du poids de l'histoire qu'on avait derrière nous. Donc, le groupe qu'on formait à l'époque, qui avait un très grand ressentiment à l'égard de nos aînés et tout ça, et qui avait été très dur aussi avec le CAIF, avec qu'on n'a pas ménagé, mais qui a pu dépasser, qui a quand même fait cet acte de transmission et qui a permis, si vous voulez, d'énoncer ce projet, qui a pu se faire en ce moment. L'année dernière, quand on a créé l'éco-des-cités, pour aller vite, et donc, parce qu'on ne peut pas faire ce type d'activité quand, dans le moment, il y a des familles dont la présence ici est menacée, quand il y en a un, il est à la rue, quand, d'un autre côté, c'est autre chose, ou... Bon, je ne vais pas vous faire le cahier de doléances parce que ça... et vous dégoûter de la soirée, mais bon, vous imaginez la situation. Donc, il a fallu assurer ce service public d'entraide, de mobilisation, de défense de familles qui, en général, il n'y avait personne pour
pour assurer leur défense et j'allais dire le respect de leur dignité dans l'espace public. Hein. Et on a beaucoup souffert du fait qu'on n'avait pas notre langue dans notre poche, qu'on avait une certaine franchise et qu'on a souvent utilisé ça pour nous faire passer pour pour toutes sortes de choses. Bon, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, il y aurait tellement à dire, c'est toujours un peu restrictif. Mais bon, la chose que je voulais dire surtout, c'est que si aujourd'hui on arrive à parler ce soir, c'est qu'il a fallu s'incruster, comme d'habitude, dans des situations où, quand il s'agit de parler de l'immigration, on verrouille toujours les choses de telle sorte que les gens se retrouvent toujours à défoncer la porte. Voilà. Merci. Mais là, ce soir, on a de la chance. Mathie nous l'a ouverte, donc on est content d'être là ce soir avec vous. Et merci Farid d'avoir donné des jalons pour comprendre que depuis, et même avant, la marche pour l'égalité contre le racisme, mais aussi depuis, d'autres combats se sont poursuivis. Ils ont été menés entre autres par les structures et institutions dont tu parlais, dans les conditions que tu as évoquées rapidement, mais nous pourrons, dans le cadre du débat, revenir un peu plus précisément sur des éléments que tu as évoqués avec concision, et pour cela je t'en remercie. Merci Farid. Alors Kaïssa, justement, par rapport à la marche et à la jeune femme que tu es toujours, mais que tu étais en 83, et des mobilisations qui ont été les tiennes, quelles sont les racines de ton engagement? Comment tu as vécu cette marche, et aussi quelles ont été les problématiques qui se sont posées à toi au lendemain de ces mobilisations qui ont été la marche pour l'égalité, Convergence 84, les assises du mouvement Beurre dont parlait Farid. Voilà, quels sont un peu les contours de ton engagement dans ces années du début des années 80? Bonsoir à tous. Moi, je voudrais, avant de parler de mon engagement personnel, essayer de Farid à parler, je dirais, d'une certaine manière de l'intérieur du mouvement. Et moi, je voudrais inscrire cet itinéraire dans le cadre de la société française. On peut le faire d'autant plus ce soir que les insultes proférées à Madame Taubira ressemblent, enfin moi, on ressemble à ce que j'ai ressenti quand on traitait les ouvriers de Talbot de sales arabes, les Arabes à la Seine, les Arabes au four, et qu'ils ont été sortis de l'usine au son de la Marseillaise. Quand on traite donc en 2013 un ministre de la République de guenon, ça ne fait que nous rappeler combien depuis, je dirais, plus d'un siècle, puisque nous avons été colonisés, nous devons nous subir ce genre d'insultes, ce genre de mépris et, je dirais, cette relégation humaine et sociale. Les circonstances dans lesquelles a été organisée la marche, c'est la France de 1983. Elle se situe à un moment où la gauche est arrivée en 1981, suscitant maints espoirs malheureusement déçus. Elle se situe au moment de l'histoire où la robotisation, la modernisation de l'appareil industriel laisse des milliers de gens sur le carreau, entre autres la sidérurgie, les mines et quelque chose qui nous est familier, les usines et l'automobile, où un certain nombre d'immigrés étaient employés majoritairement. Les usines ferment et donc le chômage de masse commence, et les enfants d'immigrés qui vont faire la marche sont les enfants de ces ouvriers qui sont mis à la porte et qui se retrouvent d'autant plus relégués dans les quartiers. C'est aussi en 83 la constatation qu'il y a un essoufflement du mouvement ouvrier et politique. Il y a un essoufflement du mouvement ouvrier puisque visiblement les centrales syndicales n'ont pas réussi à empêcher la fermeture de ces usines et la modernisation. C'est aussi un essoufflement, je dirais, des organisations politiques, puisqu'on verra tout au long de ces années le Parti communiste dépérir et finir par ne pratiquement plus exister. C'est aussi un moment politique où les gens qui ont voté à gauche commencent à se rendre compte qu'il faut déchanter
et que les lendemains qui chantent, eh bien, ils ne seront pas pour aujourd'hui. Donc on voit bien que, je dirais, les repères historiques sont importants, et on peut dire que la marche qui est initiée par des jeunes maghrébins, et il n'y a pas de honte à le dire, des jeunes maghrébins qui sont jeunes, quand on voit les photos, on s'aperçoit de l'extrême jeunesse, ce sont des maghrébins, des arabes, ce sont des gens de la classe populaire, hein. Ce n'est pas des intérêts catégoriels, ce sont des pauvres, d'accord ? Et ce sont des gens qui viennent réclamer quelque chose qui est de l'ordre de l'enchantement et d'un mouvement émancipateur, puisqu'il parle d'égalité des droits et de lutte contre le racisme. Donc, qui viennent, je dirais, revivifier presque et redonner espoir et remettre à l'ordre du jour ce qui était, je dirais, le pain et le vin, excusez-moi l'expression, de la gauche française, parce que je n'ai pas trouvé là tout de suite une expression pour dire plus, etc. Et on peut dire que la marche pour l'égalité, c'est aussi le dernier mouvement populaire pendant des années. Depuis 30 ans, c'est le dernier mouvement populaire qui suit toutes les grèves ouvrières qui ont eu lieu et toutes les mobilisations qui ont eu lieu dans les années, entre les années 55, 60 et 70. C'est aussi le dernier souffle, à peu près, à ce moment-là, je dirais, la dernière expression politique d'envergure qui reprend en fait aussi la mémoire de tous nos parents, de tous nos pères, en règle générale, qui non seulement ont été colonisés, mais se sont battus dans cette France, soit à travers les partis politiques, soit à travers les syndicats, soit, je dirais, à travers les organisations d'éducation populaire, et qui donc nous ont transmis une envie, une volonté et une conscience politique qui s'est développée au cours de la marche. Parce que la marche, elle permet l'inscription politique et l'émergence politique des jeunes issus de l'immigration. Et cette conscience se traduit par le fait que beaucoup d'associations naissent et le tissu associatif s'élargit, s'amplifie, et d'autre part, une conscience politique, puisque dès la fin de la marche, on commence à discuter de savoir est-ce qu'il faut un mouvement politique, est-ce qu'il faut un mouvement antiraciste, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut continuer ensemble. Et la marche, c'est aussi une victoire, parce que depuis 30 ans, on a souvent coutume, enfin les copains ont souvent coutume de dire que la marche a été balayée, que le mouvement Beurre a été balayé par SOS Racisme. Moi qui ai été dans SOS Racisme, je peux leur dire que ce n'est pas vrai. Parce que non seulement c'est la seule marche qui a rassemblé autant de gens, et c'est la seule marche qui a formé le plus de militants. J'inciterai d'ailleurs des chercheurs parce que, pourquoi générer autant de militants? Parce qu'il y avait des traditions dans les quartiers, il y avait un tissu, il y avait des militants, et leurs enfants ont pris conscience politique. Dans les autres organisations, par exemple comme SOS Racisme, qui ne touchaient pas le même public, parce que pour moi, pour moi, la marche de 83, Convergence 84 et SOS Racisme, c'est 3 temps de la jeunesse, qui ne s'adressent pas au même public et qui ne concernent pas les mêmes personnes. Okay? Donc on voit bien, je dirais, la différenciation des militants, je dirais, la marche de l'égalité qu'on a appelée la marche des beurs, elle s'adresse à des gens. Pourquoi elle touche? C'est parce que nous-mêmes, pourquoi elle touche et pourquoi dans le collectif jeune dans lequel j'étais avec d'autres, les jeunes des quartiers viennent, c'est qu'ils se reconnaissent dans ces jeunes et ils savent que ce que ces jeunes ont subi dans la région lyonnaise, ils peuvent le subir dans toutes les régions, et surtout au regard des crimes racistes, des bavures policières. Il y en a eu quelque chose entre les crimes, les bavures, etc. En 83, il y en a eu 60. Ils savent que même leur intégrité est constamment mise en jeu, leur identité et leur installation définitive dans ce pays. Et la marche, elle dit: aujourd'hui, il faut inscrire notre histoire et notre action dans la société française. Il n'est plus question pour un certain nombre d'entre nous de retourner. Maintenant, c'est dans la société française que nous devons enraciner notre action et nous développer. Une fois dit ça,
est-ce que la marche a changé quelque chose, et qu'est-ce qu'elle a amené? Déjà, dans le cadre de la fin de la marche, on a bien vu qu'au début de la marche, ça n'intéressait personne. Hein. Quand les marcheurs sont partis de Marseille, il y avait très peu de gens avec eux. Quand ils ont traversé certaines villes, quelquefois, ils ont été très peu accueillis et il y avait peu de public. Les choses ont commencé à bouger, je dirais, de manière significative quand il y a eu la mort d'Habib Grimzi, le jeune qui a été défenestré du train Bordeaux-Vintimille par des légionnaires, par racisme, puisque les légionnaires ont déclaré qu'ils n'aimaient pas les Arabes. C'est à ce moment-là que dans la presse, il y a eu une plus grande visibilité. La société française a été profondément choquée par ces crimes, etc. L'arrivée est massive, et il y avait des jeunes maghrébins, mais il y avait toute une partie, je veux dire, on n'amène pas 100 000 personnes dans la rue s'il n'y a pas une partie de la société française qui se reconnaît, qui adhère et qui soutient et qui porte et qui est un relais par rapport à ces revendications. Donc la marche, c'est une jonction entre un groupe qui vient témoigner devant la France entière de ce qu'on leur fait subir, des crimes, etc., et une partie de la société française qui elle-même dit que c'est pas possible et qui, elle, accepte que ces jeunes restent et qui dit non, nous voulons de ces gens, nous sommes fondamentalement antiracistes. Mais très vite, en fait, les appareils politiques et je dirais et la gauche au pouvoir en tout cas moi c'est mon analyse, va essayer d'instrumentaliser cette marche, parce que dans le même temps, il y a la montée du Front National comme aujourd'hui. C'est Dreux, c'est les élections européennes en 84 où le Front National fait 11%, et du coup, il y a un discours de gauche qui consiste en fait et qui pense que cette marche peut être un objet utile pour, je dirais, faire baisser le Front National et donner les prémices du mouvement antiraciste que sera SOS Racisme en 85. Donc on voit déjà qu'on essaye d'une certaine manière d'amortir la radicalité qui était portée par la marche. Et depuis 30 ans, il y a eu effectivement des tentatives d'organisation, il y a eu des tentatives de structuration. Le mouvement associatif n'a pas arrêté de se développer. Parce que souvent on fait entre nous, on a quelquefois des bilans très négatifs, on bat notre coulpe, on se dit que les choses n'ont pas bougé, ce qui est vrai d'ailleurs dans les quartiers, les choses se sont aggravées, le chômage s'est aggravé, il y a moins de crimes racistes, c'est effectif, il y a il y a des crimes racistes, mais il y en a moins qu'en 83 quand même, il y en a pas autant. Et en tout cas, ça ne reste pas complètement impuni comme ça l'a été en 83. Je vous signale quand même qu'en matière de justice, un jeune qui a été tué à Livry-Gargan, son meurtrier, a pris 10 mois de prison avec 4 mois avec sursis. Okay ? Entre-temps, il y a eu quand même la circonstance aggravante en cas de crime raciste. On ne tue pas les Arabes dans la rue comme on les tuait en 70, 73, 80, 83. Ce serait une folie de dire le contraire. Il y a des crimes racistes, il y a des bavures policières, et Farid l'a très bien dit juste avant en expliquant tout le combat qu'ils ont mené à l'intérieur du comité de la double peine, à l'intérieur du MIB et à l'intérieur de toutes les associations qui se sont battues, mais il n'y en a pas autant qu'en 83, ce serait une folie de le dire. Mais malheureusement, les choses sur le fond n'ont pas changé. Nos quartiers sont toujours relégués. Le droit de vote, une fois encore agité comme un chiffon rouge lors de toutes les élections, a été remis en calendes grecques. Pourtant, François Hollande nous l'avait promis quand il avait fait sa campagne. Il est capable, en 83, le ministre Autain disait... quand on a commencé à parler du droit de vote sous l'ère Mitterrand, il disait la campagne pour le droit de vote ou la décision du droit de vote serait trop cher payée par rapport à ce qu'on pourrait gagner. Aujourd'hui, le président Hollande est capable d'affronter des centaines de milliers de manifestants
pour le mariage gay des centaines de milliers de manifestants, et il a tenu le choc. Pour le droit de vote des immigrés, qui nous donnerait le droit dans des municipalités d'être respectés à défaut de pouvoir avoir vraiment du pouvoir, en tout cas on ne parlerait pas des Arabes de la même manière, eh bien c'est encore une fois remis à plus tard, alors que beaucoup d'entre nous espéraient voter aux prochaines municipales en 2014. Pour terminer mon propos, moi je pense qu'il y a une inscription qui est irrévocable, c'est que les immigrés sont là et que les jeunes sont français, que nous devons inscrire nos luttes dans le contexte français. Et pour pouvoir peser sur les enjeux politiques de la France, il faut s'organiser et trouver des alliés qui puissent porter et relayer nos demandes, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Et donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci Kaïssa, merci d'avoir recontextualisé et nous avoir permis de saisir la spécificité qui va donner lieu à cette marche pour l'égalité contre le racisme, mais aussi l'actualité des combats, même si, comme tu le dis, le contexte n'est pas exactement le même. Il y a certains points qui sont importants. Tout à l'heure, Farid le rappelait, c'est le contexte de violence et d'assassinats récurrents qui visaient les Maghrébins en France, et ce, bien évidemment, dans un contexte postcolonial ardu, puisqu'effectivement, dès le début des années 70 et également au début des années 80, il ne faisait pas bon d'être un arabe en France, puisque les historiens ont déterminé à plus de 200 morts, de morts violentes dans ces années-là, avec une impunité sidérante pour ceux qui commettaient ces crimes à l'époque. Nordine, est-ce que tu peux nous éclairer sur le fameux comité Gutenberg et sur le jeune homme que tu étais au moment de la marche et comment tu as vécu ces années-là, pour nous éclairer également sur tes engagements qui vont suivre pendant ces 30 dernières années et sur l'actualité des combats concernant les quartiers populaires aujourd'hui dans le cadre de ces commémorations, justement. Bonjour. Par quoi commencer d'abord par Gutenberg, peut-être par le comité Gutenberg. C'est un comité qui s'est monté suite à l'assassinat d'un jeune de ma cité qui s'appelait Abdelbi Gemia Ilarahmo, et qui s'est fait assassiner par un monsieur qui s'appelait Bernard de Pitou, qui a évoqué le fait que des garçons, que des petits jeunes lui auraient jeté des pierres sur sa fenêtre. Ce qui fait qu'il aurait eu le droit d'utiliser sa vanne de l'orif et de tirer en direction de la cité, ce qui a à ce moment-là blessé gravement Abden Bigamia. Et quelques jours plus tard, il est mort à l'hôpital. Ce qui nous a mis dans un état un peu, pas second, mais voilà, de mépris. On a ressenti d'une manière très violente ce qui venait de se passer. Donc on ne pouvait pas l'accepter. C'était inacceptable, intolérable. Et il fallait s'organiser pour que l'assassin ne s'en sorte pas, qu'il puisse être condamné normalement. Parce que comme l'a expliqué Kaïssa, c'était à la mode en France. Quand on tuait un arabe, c'était comme si on avait tué un chat ou un chien. C'était pas grave. C'était rien. Et je le dis d'autant plus que on se sentait pas trop soutenu à l'époque. Et il y avait toute une ambiance, un climat sur le climat sécuritaire où les enfants d'immigrés étaient responsables de tout. De tout. Même les termes utilisés, je pourrais revenir tout à l'heure parce que c'est assez marrant de voir l'évolution des termes au sein de la gauche concernant les jeunes des quartiers populaires. Donc cet événement, il arrive, on décide de créer ce comité. Il faut rappeler que Abden Bigamia Ilarahmo avait une association qui s'appelait l'association Club Gutenberg pour s'occuper des petits, c'est-à-dire pour les sortir, pour leur faire du soutien scolaire, pour essayer de faire en sorte que la vie elle soit meilleure dans ces cités transit qui pour nous a duré des années et des années. Il faut savoir que les habitants des cités transit étaient des sous-locataires.
Le locataire attitré était l'organisme bailleur. La CETRAFA, Sodacotra et autres. Et souvent, les gardiens de ces cités-là étaient des anciens d'Algérie qui connaissaient l'autochtone, Manta. Ils nous connaissaient tellement que quand on a grandi, on leur a fait la misère. Je le dis parce que c'était de la vengeance. Par rapport à ces gens-là, qui parlent à nos parents, à chaque fois qu'on parlait avec eux, ils disaient, je vais aller voir ton père. Et à un moment, on lui a dit, tu vas pouvoir aller voir mon père, même ta mère, si tu veux. Pourquoi ? Parce que cette situation, elle finissait par devenir tellement violente que cet homme-là, il se posait pas trop des questions sur nos conditions de vie, mais voilà quoi. Il avait été mis là parce que c'était quelqu'un qui avait été en Algérie, qui était policier. On a découvert après. C'était un vrai policier. Parce que quand on est rentré dans le local du gardien, pour faire vite, on a pris la cité en charge. Comment vous expliquer ? Le gardien, on l'a chassé. On a pris le local du gardien. On a pris sa maison. Même sa maison, on l'a chassé de chez lui. Parce que c'était plus possible. Fallait plus qu'on le voie. Fallait plus le voir. Donc on a fait une action. Pour faire vite, quand on a pris le local du gardien, un groupe d'entre nous était à la CETRAFA. Je fais partie des gens qui étaient à la CETRAFA. Un autre était resté à la cité. On leur a demandé, est-ce qu'on peut rentrer dans le local ? Est-ce qu'on peut le récupérer ? On leur a dit, si vous nous dites oui, c'est bon, on ouvrira avec la clé. Si vous nous dites non, c'est bon aussi parce qu'on va l'ouvrir avec les pieds. Et on a pris possession de ce local. Et quand on est rentré dans ce bureau, on a trouvé, je ne sais pas si vous voyez ces petits calendriers là avec des socles en bois. Vous voyez ces petits trucs ? Alors des calendriers par année, attachés avec des élastiques. Et quand on a commencé, comme on est curieux quoi, on est des enfants, on est curieux, on a commencé à lire tout ce qui délirait sur nos familles. Toutes les notes qu'ils faisaient en particulier sur telle famille ou telle famille. Ce qui fait qu'on ne pouvait plus l'admettre au-dessus du local du comité. Donc, par un soir, je ne sais pas si c'était l'été, l'hiver, ou je ne m'en rappelle plus. D'ailleurs, à ce moment-là, on n'avait pas de rythme de vie. C'était H24. On était sur le qui-vive. Caïssa a rappelé le retour de l'extrême droite en force. Parce qu'on a l'impression qu'on est 30 ans après revenu dans la même merde. Dans la même merda. C'est-à-dire que des gens ils peuvent se permettre de parler de nous sans qu'il y ait beaucoup d'offuscation. On a vu qu'une ministre, on a pu lui parler comme ça. Et le mec 2 minutes, il se permet de parler et de dire que c'était, c'est quoi une caricature. Voilà quoi, c'est la démocratie quoi, on peut entendre tout le monde. Tant que ça ne s'adresse pas à nous, c'est pas grave. Vu que les Arabes, les Noirs et les autres, ils sont là dans ce pays pour profiter. Sauf que dans les années 80, ceux qui n'avaient pas vu les enfants d'immigrés, ils se sont rendus compte que les immigrés avaient des enfants. Notamment au travers des émeutes qu'il y a eu aux Minguettes, mais pas seulement. Pour rappeler, avant la marche pour l'égalité, il y a eu une grève de la faim, si je me rappelle bien, au quartier Montmousseau, qui était dans le local de SOS Avenir Minguettes. Et à l'époque, on a été les soutenir, si je me rappelle bien. Il y a même eu un concert là où il y a la grosse Marianne en béton tout en haut, sur le quartier Montmousseau. Oui, on s'y retrouvait. On sentait la même pression qu'eux, dans le sens où la justice, la police, ils nous aimaient bien. Ils nous aimaient plus que les autres. D'ailleurs, les peines, elles étaient multipliées par 2, par 3. C'est de ça dont il faut parler. Parce qu'à l'époque, les jeunes de Lyon et de sa banlieue, quand ils passaient devant les tribunaux, ils étaient assassinés, même pour des délits de merde. Et c'est ça qui a fait la réaction, les descentes policières répétées, la répression qui se faisait sur leur quartier. C'est ça qui a fait qu'ils ont plus qui a aggravé, c'est que Toumi, en voulant séparer un jeune d'un maître chasse, se retrouve avec une balle dans le ventre. Moi qui ai fait partie du comité Gutenberg, parce qu'il y en a peut-être... on était pour la marche, mais sans les curés. Qu'il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas, on était pour la marche, mais sans les curés. Et ce qu'on a écrit à l'époque, je peux vous le relire aujourd'hui, il n'y a rien contre les marcheurs, il y a contre les curés. Parce qu'on veut bien qu'il y ait des curés, mais on n'a pas spécialement besoin d'eux pour s'émanciper. Parce que quand on voit dans quel état encore on est aujourd'hui,
Moi, j'ai eu affaire quand j'étais jeune à des prêtres ouvriers. Mais quand on veut aider les gens à s'émanciper, on leur donne les moyens de s'émanciper. On parle pas trop à leur place. Et il y en a, ils sont devenus spécialistes de ça. Donc pour nous, cette image de l'arrivée de la marche à Paris, 21 ans, c'est vrai qu'on n'était pas des leaders au sein de ce collectif, mais bon, on suivait ce qui se passait. Pour en revenir à la cité, il faut savoir que pendant toute cette période-là, on s'est battu pour que nos familles soient relogées. On a monté un collectif avec les habitants des autres cités transit, de Gennevilliers, de Colombes et de Nanterre, parce qu'il y avait d'autres cités transit, pour demander leur résorption. On a eu la visite à l'époque du premier secrétaire d'État chargé de l'immigration, François Autain, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, ouais, c'était ça la priorité, plus qui avait été dit par Abdelkrim Latrèche et Lermo, qui était le président du comité Gutenberg. Nous, on va pas offrir des fleurs à la famille Guémiam, on veut qu'il y ait justice qui soit faite, rendue. Hein. Il y a eu quelques nuits chaudes, voilà, mais pas pour se sacrifier, pas pour se faire arrêter, pas pour aller en prison, mais pour montrer qu'on existait. Hein. Et c'était une manière pour nous, une des affaires, parce que bon, faut que je revienne un peu par rapport à moi sur une des affaires qui m'avait choqué le plus, c'était l'affaire de Lawari Ben Mohamed à Marseille, qui était dans la voiture de son frère avec un cousin à lui, si ma mémoire est bonne. Il y a un contrôle avec des CRS qui se passe, le contrôle se passe bien, le véhicule part, il y a une rafale de mitraillettes qui part, et Lawari qui était à l'arrière du véhicule est mort. Et le brigadier Taillefer, vous voyez, je me rappelle de son nom. C'est quand même, voilà, quoi, comme on se rappelle. Il y en a peut-être qui se rappellent de Baudelaire, de machin. Moi, je me rappelle de gens comme ça. Voilà, pour pas qu'ils oublient. Voilà, faut se rappeler aussi d'eux. Voilà. Donc, en solidarité avec d'autres, hein, nous, on avait nos histoires. Il y a quelques temps après, on a eu à Châtenay-Malabry, Nasser Mraidi, qui avait été atteint, je crois, par un policier célèbre, hein, qui s'appelait Marchaudon, qui est un policier célèbre. Hein. C'est qu'il avait déjà tué d'autres gens avant, et qu'il est resté dans la police, c'est qu'il était bon. Mais comment voulez-vous qu'on le prenne, nous? Comment un policier qui a assassiné déjà 2 jeunes, dont un, il l'a exécuté, il a vidé son chargeur dans le dos, avec témoin, et cet homme-là, il n'a jamais eu quoi que ce soit de spécial, quoi. Et il a continué, hein, Nasser Mraidi. Je me rappelle qu'on avait été manifesté en solidarité avec la famille à Châtenay-Malabry. Et puis bon, ça a été Joaïb Ben El Mabrouk, ça a été Wahid Hachichi, Malik Ousekine, Bardel Barka, Ahmed Boutelja. Je me rappelle qu'à Lyon, s'il y en a qui sont là et qui s'en rappellent, on s'est fait ratonner. On s'est fait ratonner dans la salle des pas perdus. Vous voyez là où il a été jugé Klaus Barbie? On s'est fait ratonner. Une rangée de maîtres chiens. Il y en a, ils vont croire que c'est l'Afrique du Sud. Non, non, non. C'était en France, dans un palais de justice. Dans la salle des pas perdus, à Lyon. Hein? Il y en a une qui avait fait un article qui s'appelle Sylvie Caster, qui était du Canard enchaîné, qui retraçait un peu dans l'ambiance. Et à l'époque, il y avait un avocat qui était proche de l'extrême droite. C'était l'association Légitime Défense, c'était Maître Garot. Donc voilà. Et je me rappellerai toujours quand la femme d'Ahmed Boutelja, elle est intervenue pour dire il n'y a que ça, c'est ça. Mon mari, il est mort d'une balle dans le dos. Il n'y a que ça, quoi. La peine, c'est ça, quoi. C'était dérisoire. Et pour ça, le président du tribunal lui a dit, je m'en rappellerai toujours, et je pense que d'autres qui sont là, qui ont assisté à cette scène, sortez-moi tout ça. Et les policiers qui, pendant quelques jours, nous avaient emmerdés à mettre leurs détecteurs, à nous fouiller comme des merdes, ils nous ont fait passer dans une rangée où il y avait des chiens et des keufs avec des matraques, et on se retrouvait à se faire taper. Certains d'entre nous se sont retrouvés à l'hôpital, hein, avec des minerves et autres, parce qu'on n'a pas été d'accord avec la décision. Et bon, voilà.
Sinon, après, pour ma part, j'ai fait Convergence 84. Le slogan, c'était « La France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il lui faut du mélange ». Et c'était un des slogans qui était, du moins, apparu au cours de la marche pour l'égalité. Et je crois que le mec était un chimiste ou un prof de chimie et autres. Quand Le Pen avait eu comme réaction en disant que s'il y a trop de mélange, le moteur risque d'exploser. Et le chimiste lui a dit que c'était pas possible dans ces conditions-là. Donc bon, moi je maîtrise pas tout ça, mais bon. Et à l'époque, bon, il y a eu 5 trajets qui se sont faits, de mémoire: Marseille, Toulouse, Brest, Lille et Dunkerque et Strasbourg. Bon, voilà. Non, mais bon, il a fait avec moi, il était avec moi, donc ça ne me gêne pas. Bon, et de faire une itinérance comme ça dans différentes villes et de s'apercevoir que les conditions de vie des nôtres étaient la même partout et que c'était des fois même pire pour eux s'ils n'étaient pas en banlieue parisienne. Nous, un Nanterre, un facho ou un machin comme ça, il aurait beaucoup de souffrance, quoi. Il serait discret, mais dans d'autres endroits, dans le Var ou dans le Gard et ailleurs en France, même quand il n'y a pas d'immigrés, ils votent pour l'extrême droite. Donc nous, on était hallucinés, quoi. Donc bon, arrivé à Paris, moi ce que je regrette de tous ces mouvements, c'est qu'on n'a pas su les capitaliser. Et je m'aperçois encore aujourd'hui, et je suis déçu. J'aurais aimé que ceux qui étaient un peu plus grands que nous à l'époque fassent tout pour qu'il y ait un mouvement. Parce que je le vois encore aujourd'hui, sans force politique, on ne se sent pas bon. Si on avait une force politique, des gens ils parleraient autrement de nous. Voilà. Merci. Nordine, tu l'as rappelé, donc tu parles de transmission d'une culture politique, d'action militante, une histoire, une mémoire. Tout à l'heure, Farid et Kaïssa l'ont rappelé. Je vais en profiter alors pour t'interroger, Rachid, justement, sur toi en tant que jeune habitant à la banlieue parisienne, qui a été au contact de ces militants et de ces mouvements. Quel effet ça a eu sur le jeune Rachid de l'époque ? Bonsoir. Avant tout, je voulais juste rectifier un truc. Il y a une erreur qui s'est glissée dans le tract là, qui présente la soirée. Moi, j'ai jamais fait partie du collectif jeune. On avait d'autres préoccupations, comme vous avez entendu les intervenants précédents. Voilà, nous, on était dans d'autres logiques dans mon quartier. Tout ça, c'est trop triste, s'occuper des crimes policiers, tout ça. On était à fond dans le loisir, on s'amusait. Voilà, on avait un local, on n'a pas piqué le local du gardien, on s'est approprié un local à l'époque. Moi, j'habitais une ville communiste, on a eu un coup de chance. Pompidou, il a fait un truc, ça s'appelait l'Émile Club. Et comme la municipalité communiste ne voulait pas répondre favorablement aux souhaits du gouvernement de droite, le Émile Club, ils l'ont abandonné. Nous, on se l'est approprié. Et voilà, dedans, c'était magnifique pour nous. On faisait des projections à l'époque avec des vidéos. On a fait un laboratoire photo. On faisait essentiellement des booms. Ça veut dire qu'on écoutait la musique des anciens, on dansait. Ça nous permettait de faire de l'argent. Et de financer notre auto-loisir. On s'organisait entre nous essentiellement pour du loisir. La politique, on s'en fichait un petit peu. Après, j'ai compris pourquoi on s'en fichait. Il y avait un terrain favorable à ce qu'on s'en fiche. Ça arrangeait plein de gens qu'on s'en fiche. Bon, bref. Et un jour, on a eu la visite de Jamel Khalfaoui, l'arhamo, paix à son âme, et qui est rentré un petit peu avec du culot, de l'audace, du courage, qui nous a bousculé un petit peu en nous disant: vous n'allez pas continuer toute votre vie à faire les marioles et à danser comme ça tous les samedis, tous les vendredis. Voilà, il y a une marche qui se fait. Bon, il s'est appuyé sur le fait, parce que bon, à l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de mail, il n'y a rien du tout. Et en juillet 83, il y a le petit Toufik à la Courneuve qui est décédé, paix à son âme aussi, qui est décédé, qui s'est fait assassiner. Et bon, voilà, il nous a pas demandé de militer, il nous a juste dit, voilà, vous venez à la marche, vous allez voir. Et pour certains d'entre nous, on a été réceptifs. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la marche. La grande masse des jeunes à l'époque, faut dire ce qu'il y a, quoi. Ils en avaient un peu rien à faire, quoi. En tous les cas, ceux que je connais. Bon, bref, le fait est que moi, j'ai fait partie de ceux qui sont allés à la marche, juste pour regarder comme ça. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué à l'époque, c'est de voir tous les portraits des jeunes qui avaient été assassinés, qui étaient portés par des militants.
Et aussi les slogans, j'étais très réceptif aux slogans, parce que, bon voilà, j'aime bien les textes, j'aime bien les chansons, j'ai même... bon bref, j'étais un petit peu... Il chante très bien. Hein. Ouais, aussi. Okay. Et bon, voilà, la marche pour moi c'était un truc festif, c'était un truc classe. Et le slogan qui m'a le plus marqué, c'est première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, ici on est chez nous. Parce que j'étais jeune et ça m'a permis, cette marche c'était un petit peu un exécutoire à la maison. Voilà, je vivais avec quelqu'un, mon père en l'occurrence, qui me disait voilà, on va retourner au bled, on va retourner au bled. On commençait à paniquer et de crier avec tous ces gens, ici on est chez nous, c'est comme si je m'adressais à lui, je disais voilà baba, on est plusieurs dans le même cas, c'est ici chez nous. Il n'y avait pas de problème, je voulais pas retourner au bled comme ça de temps en temps, mais définitif, voilà quoi. Si Sarkozy, 30 ans après, se demandait si on l'aimait ou pas la France, voilà, en 83, j'étais heureux de crier ici on est chez nous. Et donc cette conscience politique, elle a voté Caïssa, il y a plusieurs raisons pour qu'on ne l'ait pas à l'époque. À l'époque, bon, nos parents, ils votaient pas. Dans le quartier où je vous dis, comme j'étais dans une ville communiste, donc ils faisaient des réunions de cellules. Nos parents, ils y allaient pas aux réunions de cellules. Nous, on n'y allait pas non plus. Ou si on nous sollicitait, c'est parce que, bon, à l'époque, voilà, les cocos, ils faisaient des buvettes, tout ça. Ils nous disaient, ouais, vous savez faire des merguez, vous n'avez pas essayé. Donc la politique, on nous a toujours fait comprendre que c'était pas pour nous. Et après, donc, nous, quand on avait pour interlocuteur la municipalité, et après, dans la municipalité, ils nous disaient, bon, bah vous, quand vous avez quelque chose à demander, vous allez au service jeunesse. Bon, on s'est fait arnaquer, c'est vrai, on était jeunes, donc on se dit, si on a quelque chose à aller voir, c'est le service jeunesse. Et là-dessus est venue Convergence 84. Et là, on a été sollicité par une association voisine du Blanc-Ménil, là, au Nez-sous-Bois, ça s'appelle l'association La Rage, que Farid il connaît bien, bon, bref. Et on a été sollicité par eux parce que bon, notre assos, comme je vous dis, voilà, on avait un petit peu de revenus, tout ça, on fonctionnait bien. Et donc on a participé à faire un concert à Bobigny où j'ai moi-même chanté, mais bon, c'était amateur, c'est pas grave. Et le truc, c'est qu'ils nous ont dit, ça serait bien si les mobilettes, ils viennent, ils dorment à Blanc-Ménil. Et comme bon, à l'époque, on avait des cheveux, tout ça, on était un peu costaud, on s'est dit, ouais, tiens, voilà, ça serait bien. On va aller à la mairie, on va leur dire qu'ils nous prêtent un dortoir, comme parmi nous, il y en a qui bossaient dans l'animation. Bref, et pour moi, ça a été un tournant, parce que quand on leur a demandé un dortoir pour accueillir les rouleurs, c'était comme si on leur avait demandé je sais pas quoi, on l'a obtenu. Bon, pour l'anecdote, je suis monté à l'époque sur la table du responsable du service jeunesse en disant on partira pas d'ici. C'était, voilà, c'est là j'ai pris conscience que, après, c'est pas plus rien n'était pareil, c'est que, voilà, à chaque fois les cocos, bon, je dis les cocos parce que c'était dans la ville où j'étais, c'est eux qui avaient à l'époque, ils passaient avec 80%, c'était eux, la politique, c'était eux. À chaque fois qu'ils nous disaient, ouais, la politique, c'est important, faut s'intéresser, tu te rends compte, je sais pas, je vous donne un exemple bidon, l'essence, il va encore augmenter, tout ça. On s'en foutait de leurs trucs, de leurs préoccupations. Et par contre, quand on a essayé de leur parler, de nous dire, bah voilà, nous, c'est ça la politique, ils ont raison les marcheurs, il y a trop de racisme, il y a des gens qui se font tuer, tout ça, hop, ils étaient plus réceptifs. Quand ils nous ont dit, ouais, ça serait bien, vous faites le truc, une maison des potes, un peu SOS raciste, quand on voulait pas, ils nous disaient, bah alors, vous êtes jamais content, là on vous propose de vous aider à faire SOS raciste. Bref, grâce à cette marche, grâce à Convergence, on n'était plus perçu pareil par le tenant du pouvoir au niveau local. Moi, j'ai jamais fait grand-chose au niveau national. Par la suite, pareil pour des problèmes d'un ami qui avait un problème de double peine, et là on se conscientisait un peu de plus en plus. Bon voilà, j'ai rencontré des gens qui s'occupaient de la double peine, en l'occurrence le Comité national pour la double peine. Ouais, pour éviter la double peine, ouais. Et le hasard a fait que, quand on dit ouais, le monde il est petit, eh ben le hasard a fait que au Comité national contre la double peine, il y avait une dame, toujours pareil, paix à son âme, Fatia Dabish, qui fait qu'elle habitait aussi la même ville que moi, on s'est rencontrés là-bas, elle a milité là-bas. Il faut savoir que quand je suis arrivé avec mon ami au Comité national contre la double peine, on a d'abord été dans les institutions qui existent normales, genre SOS Racisme, ils avaient un avocat, bon, ils veulent pas le défendre parce qu'ils considèrent que le délit qu'il a commis, voilà, c'est pas défendable. Le MRAP au niveau local, ils veulent pas. Et quand on arrive au comité, accueille super bien, bon, même si c'est un peu bizarre parce que voilà quoi, quand on rentre au comité ou à l'époque au MIB, bon, ça nous faisait bizarre. Je me disais mais c'est pas des politiciens ces gens-là, qu'est-ce qu'ils racontent, ils crient partout, ils font n'importe quoi.
il y avait une appréhension de dire c'est pas du sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, bref. Et puis à force, voilà, je me suis rendu compte que c'est eux qui savaient faire de la politique, en tous les cas qu'ils faisaient de la manière la plus efficace qui soit, qu'ils faisaient dans une sincérité, bon, avec des hauts, des bas. Et depuis, voilà, quoi, je me suis un peu accroché à ces organisations. Après, au-delà de ces organisations, je me suis aussi accroché au bon sens du terme, aux individus qui sont dans ces organisations, pour qui j'ai beaucoup de respect, des fois de l'admiration. Mais bon, j'ai jamais sombré dans le militantisme kamikaze. J'ai jamais tout laissé pour militer comme certains l'ont fait, et je leur rends hommage et j'apprécie voilà ce qu'ils ont fait. En tous les cas, autre chose, c'est que cette marche aujourd'hui, tout le monde fait l'anniversaire. Bon, moi je suis spectateur de ça, c'est pas moi qui décide d'avoir fait cet anniversaire. J'ai participé une fois aussi à une commémoration du 25e anniversaire. Je sais qu'il y a eu la commémoration du 20e anniversaire. Bon, le 25e anniversaire, le climat n'était pas le même qu'aujourd'hui. C'était une initiative du Parti des Indigènes de la République, quoi, mouvement à l'époque, qui est devenu le parti ce jour-là en plus. Donc il y a toujours, cette marche a toujours été une référence pour tous les gens qui sont issus de l'immigration. Et aujourd'hui, voilà, avec un peu d'ironie, je me dis pourquoi tout le monde veut faire cet anniversaire. Moi, c'est pas que ça me gonfle, bon, c'est bien, les gens ils veulent évoquer ça. Mais je me dis, puisque anniversaire il y a, en guise de cadeau, voilà, on aurait pu avoir autre chose que l'actualité qu'on nous propose aujourd'hui, à savoir, est-ce que la France elle est raciste, elle est pas raciste. Bon, moi j'affirme, après je sais pas, il faut discuter sur ce thème raciste, mais ça fait longtemps qu'on veut pas, qu'ils nous lâchent pas, qu'ils nous prennent la tête. J'ai envie de leur dire, c'est bon, attachez-vous à ce qui est écrit sur mes papiers, j'ai une carte d'identité française, ça doit vous suffire à décliner ma nationalité. Après, si arrivé chez moi, je kiffe le couscous et je danse sur Cheb Khaled, c'est ma vie privée, c'est mon truc. Voilà. Et le message qui a été lancé il y a 30 ans, voilà, comme cadeau d'anniversaire, si vraiment ça doit être un anniversaire, puisque le PS il s'empare de ce truc-là, le gouvernement il va rebondir là-dessus, qui nous offre la tranquillité, qui fasse preuve de compréhension, qu'ils essaient d'analyser ce message. Les gens ils étaient contre le racisme, ils continuent de l'être. Voilà, qu'ils œuvrent dans ce truc, qu'ils donnent le droit de vote des immigrés, qu'ils arrêtent qu'ils nous traitent à égalité. Le message c'était marche pour l'égalité des droits. Voilà, qu'ils considèrent que tout le monde doit être logé à la même enseigne. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Bon, après, même si j'ai pu paraître un petit peu frimeur en disant je m'en fous de cet anniversaire, c'est pas en ce sens. C'est je crains que ça soit de la foutaise de la part de plein de gens qui veulent commémorer ça. Après, bon, cette marche, elle appartient à tout le monde. Il n'y a personne qui en est propriétaire, et à la fois de la marche et à la fois du message qu'elle voulait porter. Tout le monde peut s'emparer de ce message, mais j'ai envie que ça soit, voilà, une bonne fois pour toutes, que ça rentre dans la tête de tout le monde, voilà, qu'on soit tous traités à égalité sur ce pays. Bon, c'est ce que je souhaite. J'aimerais que ce message qui date d'il y a 30 ans, et même avant, parce que, comme l'on peut dire certains, il y avait des mouvements bien avant, ce message il date. Mais bon, voilà, c'est un vœu pieux, peut-être c'est super utopiste, mais bon, en tous les cas, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou autres. Merci. Merci. Merci Rachid. Nordine, tu voulais dire quelque chose avant qu'on passe au débat ? Je voulais dire que début des années 80, il y a une association qui s'était constituée, l'association des mères victimes des crimes racistes et sécuritaires. Voilà, qui était composée de Madame Achichi, de Madame Guémia qui était de Nanterre, et puis d'autres dames qui avaient perdu leurs enfants aussi, Madame, je me rappelle, Boutelja et ouais, voilà. Donc c'est important parce que comme il y a eu je crois que c'est 84, mars 84, il y a eu un rassemblement place Vendôme. Elles ont demandé à être reçues par un monsieur qui était à l'époque ministre de la Justice. Et comme c'était un grand homme, moi je pensais que c'était un grand homme, quoi, vu qu'il avait combattu la peine de mort, qu'il avait réussi à l'abolir, qui pouvait recevoir aussi les mères qui avaient perdu leur enfant, condamnés à mort du fait de leurs origines, quoi. Voilà, donc
je voulais rappeler cette association et rappeler que la veille de l'arrivée de la marche à Lyon, il y a eu un forum justice qui s'est passé, à Vaux-en-Velin. Voilà. Merci Nordine d'avoir apporté ces éléments au débat. Je remercie nos intervenants d'avoir été concis, d'avoir tenu les délais. Alors je vais donner... Alors attendez. Donc on m'informe que nous avons un maximum de 20 minutes pour ce débat. Donc ce que je vous propose, c'est d'être à votre tour concis comme l'ont été nos intervenants pour laisser la place aux échanges. Et donc j'ai déjà 4 questions. Vous allez les poser les uns après les autres et de manière les plus concise possible. Donc monsieur, madame, monsieur et madame. Oui, merci pour vos interventions et ce rappel historique en fait qui est important pour nous et notre histoire à tous. Bon, moi j'avais juste une remarque par rapport à Kaïssa en fait, à ton intervention où tu dis en fait que qu'actuellement le climat actuel il n'est pas aussi grave que la période de 1983 où en fait les crimes racistes étaient beaucoup plus nombreux. Moi j'ai envie de dire que c'est quand même omettre l'islamophobie ambiante où il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une mosquée qui est taguée de tags nazis, où il n'y a pas un cimetière, où il n'y a pas non plus un mois où il y a une femme voilée qui se fait frapper au tournant d'une rue. Donc j'ai envie de dire que le racisme aujourd'hui il a évolué sous d'autres formes, mais je ne crois pas qu'il soit moins pire qu'il y a 20 ans. D'autant qu'aujourd'hui on assiste à une France néocoloniale et d'invasion d'un certain nombre de pays musulmans. Et qui, à ce titre-là, finalement, l'islamophobie est instrumentalisée pour diviser les Français. Merci, monsieur. Madame ? J'ai 2 questions. La première, sous forme d'une mise au point. Si vous avez la possibilité d'appeler votre marche, vous l'appelez comment aujourd'hui ? Parce que, avec les mots, à mon avis, pour l'immigration, sont très importants. Et aujourd'hui, le mot beurre, le mot tout ce que vous voulez, je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord, je dis bien on se met d'accord sur les mots à utiliser, ne serait-ce que pour nous désigner. C'est important. Deuxième chose, j'ai pas envie de polémiquer avec toi, mais j'ai envie de dire, oui, non, je ne parle pas d'identitaire, madame, je parle de désigner. On parle pour la marche, pour l'égalité et contre le racisme. À l'époque... Et aujourd'hui, je tiens à ce qu'on soit appelé comme ça pour cette mémoire et pour la continuité, et pas qu'il y ait un autre mot. En entendant... Alors, non mais c'est pas grave, on va continuer le débat. Deuxième point, s'il vous plaît. La deuxième question, oui. Concernant le polémique qui est en train de s'installer à propos de la place de la marche et à la place de SOS Racisme. Je crois que tu connais bien le contexte et je n'ai pas à le rappeler. SOS Racisme a été créé pour casser la marche pour l'égalité et cette élance qui est... Et aujourd'hui, je parle d'un nouveau racisme qu'on peut appeler un racisme latent, qui se manifeste certes pas dans tuer les Arabes comme des mouches, mais le racisme latent se manifeste dans les systèmes scolaires, dans le logement, dans le travail, dans le chômage qui touche les intellectuels, en particulier arabes et noirs, je rajoute. Donc, madame, SOS Racisme, oui, à un certain niveau. Je n'avais pas envie, ni pour moi à l'époque, ni pour mes enfants aujourd'hui, d'aller en boîte. J'avais envie d'autre chose. Et je continue à le dire. C'est pas un CV sans image, parce que je porte une identité, et cette identité, SOS Racisme ne la défend pas. Donc, j'estime que les mots sont importants et je tiens à ce qu'on utilise le racisme latent pour dénoncer et que les mots sont importants pour moi pour désigner cette marche. Merci madame, on va y répondre. Mais vous savez, le racisme n'est jamais latent. Il est racisme ou il n'est pas. A priori, il est. Oh, caché. Non, je crois qu'il est au grand jour. Mais on va dialoguer là-dessus. Et monsieur et madame. Oui, merci pour les interventions. Moi, d'un point de vue générationnel, je connais mal cette histoire-là, donc ça fait déjà plaisir de se l'avoir rappelé. J'aurais une question pour vous. La première, enfin peut-être pour vous tous, c'est pourquoi, selon vous, cette force politique autonome que vous avez tous l'air d'appeler de vos voeux, selon vous, n'a pas abouti.
Et puis, par contre, comme d'un point de vue générationnel, moi je suis impliqué dans ce qui se passe aussi maintenant et qui, à mon avis, a un lien à faire avec aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec l'intervention du monsieur précédemment. Moi, je dirais pas que la violence a cessé ou même qu'elle a diminué. Il y a un collectif, par exemple, le collectif Vivolé, hein, qui lutte toujours contre les violences policières, qui lutte toujours contre les morts. Il y en a plein. On pourrait les énumérer, mais j'ai pas envie de rentrer dans une liste morbide. J'invite les gens à s'intéresser à ce collectif notamment. Aussi, en tant que jeune, moi aussi, j'en veux effectivement à SOS Racisme, hein, d'avoir remplacé égalité des droits par égalité devant les boîtes de nuit, ou mettre un arabe ou un noir de temps en temps quelque part, histoire de faire la vitrine. Mais par contre, je pense que c'est important, vous l'avez tous dit, de noter les apports paradoxaux de la marche, parce que d'abord les gens qui sont ici, on peut voir d'abord qu'ils se sont réalisés là-dedans, c'est-à-dire qu'ils se sont politisés, ils ont appris des choses, ils ont appris à s'organiser, et à la limite c'est quelque chose qu'on peut souhaiter pour tout le monde. Et donc du coup ça m'a amené à la question que j'avais aujourd'hui sur le fait que s'il y a, à mon avis, un agenda politique propre, peut-être des gens issus de l'immigration postcoloniale apportés dans l'espace public, il y a peut-être un lien à faire avec la France, l'histoire politique de la France, parce que finalement la marche pour l'égalité c'est de l'histoire de France dans son intégralité, et je pense que c'est important peut-être de poser le problème comme ça, pour dire aussi par exemple que la violence policière, on lutte contre la violence policière parce qu'on n'a pas à avoir de violence policière, on n'a pas à avoir de racisme policier. Il se trouve qu'on est principalement touché par cette violence policière là, mais on lutte aussi parce qu'il faut désarmer les flics, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour tout le monde. Voilà. Merci monsieur. Là-bas, s'il vous plaît. On fera une première salle de réponse et puis madame, je vous donne la parole après, et monsieur. La dernière question avant une première... Bonsoir. Ce n'est pas une question, je voudrais juste ajouter un élément qui a été un petit peu oublié. Oui. Ce sont tous les clivages qui ont eu lieu après marche. À savoir, par exemple, qu'on a mis en opposition les filles contre les garçons, pour rappeler quand même que durant le collectif, tout à l'heure on a cité Rachida Azoug, Keïssa Titous, mais en fait c'était les filles qui étaient quasi porte-parole, voire qui menaient toute la dynamique du collectif. Pardon ? Oui, voilà, c'est ce que je disais, qui menait toute la dynamique du collectif parisien. Et pour Convergence 84, c'est exactement la même chose. C'est une fille qui menait, en tout cas qui était en avant, même si tu fais la moue un petit peu. Et on a mis en opposition justement les filles contre les garçons. Et plus tard, comme il y a eu SOS Racisme, il y a eu son pendant féminin qui a été ni pute ni soumise. Et aussi, toujours pour rappeler, on a mis également en opposition les beurs qui sont sympas, cultivés, bien propres sur eux, etc., par rapport aux jeunes dits voyous, etc., exactions. Et je vais aller plus loin, Keïssa en a parlé tout à l'heure par rapport au Poissy-Talbot, mais c'est que lorsqu'il y a eu ces fameux au four après la marche, avec les marcheurs et le collectif parisien qui s'est reconstitué, on a mené une manifestation, et là cette fois-ci on n'était pas du tout 100 000, on était à peine 2000, et là également on a mis en opposition les jeunes issus de l'immigration que l'on peut intégrer, etc., et les ouvriers qui étaient là à être rejetés. Donc à chaque fois l'État, et quand madame parle de racisme, moi je vais vous dire, c'est pas un racisme latent. Aujourd'hui on assiste à un racisme
institutionnel, c'est-à-dire au plus haut sommet de l'État. Et donc, tous les débats, certes, Madame Taubira subit les conséquences, mais quand on a un ministre de l'Intérieur qui lui-même, ou un président, et différents présidents qui parlent d'odeur, qui parlent de blancos qui ne sont pas sur les marchés, qui nous parlent de pain au chocolat, qui nous parlent de musulmans en apparence. Donc c'est un racisme institutionnel et aujourd'hui, eh bien, il frappe toute la France. Merci. Alors, je vais donner la parole à nos intervenants pour une première série de réponses concernant ces interpellations, ces précisions ou ces questions qui vous ont été posées. Farid, je pense que tu voulais intervenir. Oui, je voulais répondre au monsieur qui s'est interrogé pour savoir pourquoi il n'y a pas eu un mouvement autonome efficient. Moi, je pense que pour qu'il y ait un mouvement social et voire même un parti politique solide, il faut qu'il puisse s'adosser à une communauté sociale et tout ça, qui soit solide, qui soit cohérente, qui a construit au sein de la société, comme c'était le cas des premières générations, qui avaient quand même construit, qui avaient leur propre réseau, qui avaient un certain nombre qui s'étaient donné les moyens. Je ne parle pas des organisations politiquement organisées, hein. Je parle au sein de l'immigration. Il y avait suffisamment d'organisations au sein de cette communauté pour qu'elle puisse tenir, avoir sa propre autonomie et pouvoir organiser sa vie dans le cadre, de la société française qui va du début du siècle jusqu'à, le début des années 70, où là, il va y avoir un phénomène où la société française qui a été, mise en place à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et qui va accompagner le baby-boom et, les 30 Glorieuses, il va être démantelé. Et avec ça, vont être démantelés, va être déréglementée la vie sociale aussi dans les quartiers. C'est l'entrée de la drogue dans les quartiers dans les années 70. Ça, c'est un élément qui va provoquer une première prise de conscience de notre part, parce qu'on ne peut pas accepter de voir ses camarades mourir comme ça, et parce que aussi ça introduit une forme de corruption morale au sein de la cité, qui fait que quand par exemple dans votre propre famille vous ne pouvez plus avoir confiance en votre propre enfant parce que du fait de la drogue ça l'amène à un certain type de comportement et tout ça, c'est le signe, comme l'a dit aussi Abdelmalek Sayad, hein. C'est-à-dire que les communautés immigrées qui se sont installées au cours du XXe siècle, on a tenté de les dissoudre. Ce qu'on a appelé la politique d'intégration, c'est une politique d'assimilation où l'injonction est faite d'abandonner tout ce qui a été amené par nos parents ici, construit ici, adapté même ici, hein, et où on nous demande d'être invisible, d'oublier la langue qu'on a cherché à nous transmettre, un certain nombre de valeurs aussi qui sont pas incompatibles avec la vie ici, hein. Donc ce monde-là, il a disparu, on l'a détruit volontairement. On a refusé il y a 30 ans de partir de ce qui existait et de ce qui était possible de faire à ce moment-là, il y a 30 ans. Et ça a été programmé, ça a été voulu, puisque ça s'est traduit par un désengagement de l'État dans les quartiers, ou alors un engagement qui est un engagement bidon, comme les différentes opérations, que ce soit les opérations DSQ qui ont été montées après la marche et tout ça jusqu'à la politique de la ville, hein, tous ces dispositifs n'ont fait qu'accentuer l'explosion de la vie sociale qui existait dans l'immigration. Et ça, c'est grave. C'est grave parce qu'on a détruit dans ce qui existait, dans le corps social de l'immigration, ce sur quoi on aurait pu s'appuyer pour construire quelque chose dans ce pays.
Et j'en ai pour preuve, parce que j'ai été animateur de quartier dans les années 80, dans le cadre d'un DSQ, c'était au milieu des années 80, où il y avait un chargé de mission auprès de qui je faisais remonter un certain nombre d'informations. Et dans la cité dans laquelle je travaillais, les commerces avaient déjà disparu. Et là, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, notamment par les anciens, qui étaient prêts à investir leur propre argent pour reprendre des commerces, pour essayer de... Et j'ai essayé de faire mon travail pour remonter toutes ces informations, et puis finalement, pour vous rendre compte que toute cette opération, on n'était là que pour emmener les vacances l'été ou pour repeindre la cité, et les problèmes allaient rester. Donc, face à, j'allais dire, à la prise de conscience qu'en face de nous, et comme d'ailleurs, on a été obligé de le constater, j'allais dire, c'est pour ces raisons-là. Vous ne pouvez pas construire une organisation politiquement organisée s'il ne peut pas s'appuyer sur un corps social cohérent, qui a un minimum, qui peut, un temps soit peu, tenir un petit peu des tenants et des aboutissants de son existence ici. Au moins un minimum pour pouvoir rentrer en relation avec d'autres, pour pouvoir négocier, essayer d'obtenir. Et voilà. Et ça, on est dans un... Vraiment, et c'est pour ça que nous, on s'inquiète beaucoup. D'ailleurs, en 2005, ça a été chose qui est arrivée. C'est un avertissement. C'est un avertissement, ça a duré 1 mois parce que la police s'est mise en retrait. Elle n'est pas trop restée, elle n'est pas trop intervenue. Mais elle serait intervenue, il n'y aurait pas eu que les jeunes dans la rue. Merci. Donc, Farid, excuse-moi, voilà. je vais devoir t'interrompre parce qu'il nous reste 5 minutes. Mais on ne va pas se quitter comme ça, on va laisser un mot de conclusion à tous. Rachid, tu voulais réagir sur la notion de la sémantique. Ensuite, on laissera un petit mot de conclusion à Kaïssa et à Nordine. Rachid. Non, la dame, là, votre question, vous disiez comment vous voulez l'appeler cette marche. Elle s'appelle comme elle s'est appelée, marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Après, comme je disais tout à l'heure, ça appartient à tout le monde. Si des gens ils veulent travestir son nom, bon, libre à eux. Bon, après, c'est là. Non, mais après, ça a été appelé par d'autres, des journalistes et tout ça, machin. Mais bon, ils n'ont jamais voulu qu'on soit français. Donc, comme elle disait en préambule ou en introduction, Narima, voilà, moi, je me suis qualifié enfant de la 2e génération d'immigrés, franco-musulman, franco-algérien, beurre. Jamais dire, ouais, Rachid, citoyen français. Bon, ça les embête. Et après, comme disait Saleha aussi, il y a la volonté de diviser. Et c'était marrant de savoir que le féminin de beurre, beurrette, il est venu après le masculin beurre. Alors que normalement, nationalité, ça vient tout de suite, français, française, pour tous les bébés du monde. Nous, il y a d'abord eu les beurres masculins, et après, les beurrettes, c'est venu qu'après. Nos sœurs, on ne disait pas, t'es une beurrette, c'est venu après dans le vocabulaire, quoi, pour dire, attendez, on va aussi féminiser le mot beurre, c'est bon, c'est venu que après, quoi. Et après, pourquoi il n'y a pas un mouvement politique, comme vous disiez? On est comme tout le monde. On a le droit, il y a des beurs capitalistes, il y a des gens d'origine immigrée racistes, il y a des gens d'origine immigrée... moi j'étais choqué par exemple quand Azouz Begag il a accepté, pour revenir à la sémantique, ministère de l'égalité des chances. J'étais pas choqué qu'il soit ministre, j'aurais voulu qu'il insiste en disant non, j'ai envie d'être le ministre de l'égalité des droits. Ça aurait été un clin d'œil à la marche dont il se revendique par exemple. Mais après... voilà, on est des gens normaux, on est des Français normaux avec nos origines, on se dispute, on veut pas faire être dans le même mouvement que tout le monde, c'est tout, on est normaux, c'est pas demain il y a des gens qui disent ouais, pourquoi il n'y a pas un grand mouvement avec tous les immigrés? Non, voilà, on se marie, on se divorce, on vit normalement, quoi, c'est pas... on fera pas, il y aura pas un grand mouvement avec tous les immigrés, comme il n'y a pas un grand mouvement avec tous les travailleurs, il y a le CGT, CFDT, FO, et nous aussi, on va se diviser, se disputer, s'allier sur des trucs bien. Je pense que c'est la vie. Moi, je rêve pas d'un grand mouvement. Voilà, peut-être qu'il y en a qui le déplorent, ça serait bien un grand mouvement. Peut-être que je pense que c'est normal ce qui nous arrive, et ça doit nous arriver. En tous les cas, merci à tous, et puis peut-être au plaisir, quoi. Voilà. Merci Rachid. Kaïssa, un mot de conclusion? Écoute, oui, je vais d'abord essayer de répondre très brièvement aux questions. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur, qu'effectivement, il y a de l'islamophobie. Il y a du racisme en France.
Si dans cette société, on était capable de mobiliser 1 million de personnes, comme on l'a fait lors de la profanation du cimetière de Carpentras, quand effectivement il y a des actes islamophobes, les choses bougeraient. D'accord ? Donc dans mon propos, à aucun moment, je n'ai nié l'existence du racisme actuel, ni nié la question de l'islamophobie. D'accord ? Et d'ailleurs, nous les femmes, Saleha Amara rappelait justement le rôle des femmes en 83, qui était extrêmement important aussi bien au niveau du associatif qu'au niveau de la position d'organisatrice et de leader, aussi bien Farida Belroul en 84 que dans le collectif, que dans le mouvement associatif en France. On en a assez que d'être aujourd'hui les enjeux de cette islamophobie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les campagnes électorales, dans le discours politique et sur la question des immigrés, on ne parle que, on envisage la condition des femmes que sur la question des femmes voilées. Il faut que vous compreniez que il y a toute une partie de la population qui n'est pas voilée et qui est d'origine musulmane et qui n'a pas envie d'être l'otage de ce débat. Et donc, effectivement, il faut lutter contre l'islamophobie, il faut le dénoncer et se mobiliser, mais ne pas oublier toutes les questions sociales qui se posent dans ce pays. C'est-à-dire la question du chômage, la question de l'échec scolaire, la question des violences policières. Moi, j'ai pas eu le sentiment de dire qu'il n'y avait plus de violences policières. Ce que j'ai voulu simplement dire, c'est que l'actualité meurtrière, je m'excuse, mais nous, ce qu'on vivait il y a 30 ans, c'est-à-dire être confrontés quotidiennement. Moi, j'étais Radio Beurre, donc je peux en parler aisément, et j'avais un copain avec lequel je faisais des émissions qui était Momo. Et on a suivi pratiquement tous les cortèges endeuillés de crimes racistes, des mères de famille, et on était bien seuls. Hein. Quand on est allé, je l'ai peut-être dit, quand on a voulu manifester à la caserne de Reuilly lors de la mort de David Brémizy, on n'était pas 20. Hein. Et tous les cercueils, enfin toutes les marches silencieuses qu'on a suivies, tous les procès qu'on a suivis, on était bien seuls. Je dis qu'aujourd'hui, heureusement, les jeunes des cités, ils n'ont pas l'angoisse d'être tués comme on était tués en 83. C'est tout ce que je dis. Et qu'aujourd'hui, en 83, c'était impossible d'avoir une télé, c'était impossible d'avoir dans les journaux un article sur les crimes racistes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit la même chose, mais ça ne veut pas dire que je nie la réalité, etc. Merci Kaïssa. Je vais devoir te couper, okay. Excuse-moi parce que. Oui, dis-moi. Phrase, je viens de la perdre. Monsieur parlait de mouvement. Pourquoi on serait plus fortiche que les autres ? Est-ce que dans cette société, il y a des mouvements qui sont capables de prendre la condition sociale de ces millions de gens qui sont en précarité ? Est-ce qu'il y a des mouvements émancipateurs qui arrivent à changer la condition sociale ? Pour que nous, on doive répondre à l'injonction qui nous est faite, mais vous avez été divisés, vous vous êtes pas organisés, vous avez échoué, etc. Mais tout le monde est orphelin aujourd'hui d'un parti ou d'une organisation ou d'un mouvement qui nous libère. Voilà ma conclusion. Merci Kaïssa. Nordine, un mot très bref, mais percutant comme tu sais les faire. Choisi dans ton cas, voilà, dans ce que tu as en bagage. Bref. Non, mais pour rigoler un peu, à l'époque, quand ils nous appelaient les beurs, nous on leur disait qu'on n'était pas des beurs parce que nos mères c'est pas des vaches. Bon, bah tout est dit. Merci Nordine. Merci à l'Institut du Monde Arabe. Vous pourrez retrouver le podcast vidéo de cette soirée que vous pourrez diffuser. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conférence d'Alain Badiou et le 28 novembre pour la diffusion de notre film sur la marche pour l'égalité et contre le racisme. Bonne soirée.